Feu. Le pire cauchemar de chaque pilote, et pour de bonnes raisons, comme vous le verrez bientôt. Mais que se passe-t-il si le mécanisme même créé pour contrôler cette menace s'avère encore plus dangereux? De nos jours, tous ceux qui sont impliqués dans l'aviation se tiennent sur les épaules de plus d'un siècle de connaissances aéronautiques. Mais je retourne rarement à ces premiers jours où cette connaissance a commencé à émerger. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous montons dans une machine à remonter le temps et revenons presque 80 ans en arrière pour raconter l'histoire de deux accidents des années 40 qui ont vraiment changé l'aviation. Dans la seconde moitié des années 1940, alors que le monde émergeait des ravages de la Seconde Guerre mondiale, une compétition féroce a émergé alors que les constructeurs d'avions cherchaient à construire des avions de ligne plus grands, meilleurs et plus rapides. Aux États-Unis, Lockheed travaillait depuis longtemps, depuis 1937, sur un grand avion de ligne à 4 moteurs pressurisés et leur design est devenu le magnifique Constellation, que j'ai d'ailleurs traité en détail sur mon autre chaîne, Mentor Pilot. Quoi qu'il en soit, le Constellation est entré en service en 1943 en tant que premier avion de ligne pressurisé produit en série. Cela a été un véritable réveil pour Douglas Aircraft, qui n'avait même pas commencé à concevoir un concurrent approprié à ce moment-là. Ils avaient le DC-4 à 4 moteurs et 44 passagers, mais non seulement il était nettement plus petit que le Constellation, mais il n'était pas non plus pressurisé, ce qui signifie qu'il était plus lent, moins efficace et moins confortable que le Constellation. Mais l'armée américaine avait acheté des centaines de la variante militaire du DC-4, le C-90, donc en 1944, ils se sont approchés de Douglas pour demander une version pressurisée et allongée de ce transport militaire déjà populaire. Ce que Douglas a proposé était un DC-4 modifié avec de nouveaux moteurs plus puissants, un fuselage pressurisé et une capacité de passagers légèrement augmentée. Mais au moment où le premier prototype a volé en 1946, la guerre était déjà terminée. Donc Douglas a rebaptisé le modèle DC-6 et a commencé à le vendre comme avion de ligne passager à la place. Propulsé par 4 moteurs à piston Pratt et Whitney Air 2800 et pouvant accueillir de 48 à 68 passagers, le DC-6 original a été bien accueilli par les compagnies aériennes et les passagers lorsqu'il est entré en service en 1947. Mais malheureusement, cette lune de miel serait de très courte durée. Parce qu'il se trouve que le DC-6 avait été livré avec un défaut de conception vraiment choquant. Le 24 octobre 1947, l'équipage d'un DC-6 de United Airlines presque neuf a pris son service à l'aéroport international de Los Angeles en Californie et ils étaient prévus pour un vol sans escale à travers le pays jusqu'à Chicago et c'était une journée principalement belle le long de la route. L'équipage de vol se composait d'un capitaine de 42 ans avec environ 15 000 heures de vol total et d'un copilote de 25 ans avec 3 000 heures, mais parce que le DC-6 était si nouveau à cette époque, les deux hommes combinés avaient moins de 200 heures sur le type sur la rampe à l'axe. Les 3 hôtesses ont rapidement accueilli 47 passagers à travers les strapontins de l'avion, portant le nombre total de personnes à bord à 52 une fois l'embarquement terminé, puis après avoir effectué les vérifications pré-vol, taxi et roulage, la tour de Los Angeles International Airport a autorisé le décollage au vol 608 et avec, dans le bruit assourdissant de ces 4 moteurs à piston, le DC-6 a accéléré sur la piste et est finalement pris son envol à l'heure 10.23. Ils ont continué normalement et ont rapidement quitté la zone immédiate de Los Angeles. Et grimpant à leur altitude de croisière de 19 000 pieds, le vol a quitté l'espace aérien contrôlé et a continué vers le nord-est sous leur propre navigation. L'équipage de vol a ensuite fait un point avec les dispatchers de United Airlines à certains points de rapport prédéterminés, permettant à la compagnie de suivre la progression du vol à travers le sud de la Californie, passant par Las Vegas et entrant dans le sud-ouest de l'Utah. Et c'est au-dessus d'une zone reculée de l'Utah que les choses ont commencé à aller très mal. Mais avant d'arriver à cela, je dois expliquer certains des systèmes à bord du DC-6. Le système de carburant est crucial pour cette histoire. Le système de carburant du DC-6 avait essentiellement été hérité du DC-4 et il se composait de 8 réservoirs de carburant au total, un réservoir principal et un réservoir alternatif pour chacun des 4 moteurs.
Dans le cockpit, plusieurs leviers permettaient au pilote de configurer quel réservoir de carburant alimentait quel moteur, quelque chose qui, sur les avions modernes, est fortement automatisé mais entièrement manuel sur le DC-6. Chacun des 4 moteurs avait un sélecteur de sources de carburant correspondant qui pouvait être réglé sur principal, alternatif ou éteint. C'était simple. S'il était réglé sur principal, il puiserait du carburant de son réservoir principal, et s'il était sur alternatif, il puiserait de son réservoir alternatif. Mais il y avait aussi 2 leviers de transfert de carburant, un pour l'aile droite et un pour l'aile gauche, ce qui permettait au pilote d'alimenter plusieurs moteurs à partir du même réservoir de carburant. En temps normal, les leviers de transfert de carburant étaient éteints. Cependant, si le pilote souhaitait alimenter les 2 moteurs de gauche depuis une source unique, il pouvait activer le levier de transfert de carburant de gauche pour les moteurs 1 et 2. Il en était de même pour les moteurs de droite, avec le levier de transfert droit sur les moteurs 3 et 4. Disons maintenant, pour l'exemple, que les pilotes voulaient faire fonctionner les moteurs 3 et 4 du réservoir principal numéro 3. Pour faire cela, le pilote réglerait le levier de transfert droit sur les moteurs 3 et 4, sélectionnerait la source de carburant numéro 3 sur principal, puis réglerait la source de carburant numéro 4 sur arrêt. Dans ce cas, le moteur numéro 4 serait alimenté en carburant par le réservoir principal numéro 3 au lieu de l'un de ses propres réservoirs. Chaque réservoir était équipé d'une pompe de suralimentation destinée à amorcer le flux de carburant vers le moteur. Maintenant, d'après ce que mon équipe et moi avons pu recueillir, la procédure de gestion du carburant la plus courante sur le DC-6 était de faire fonctionner chaque moteur avec son propre réservoir de carburant principal pendant la montée, puis de basculer chaque moteur sur son réservoir alternatif au début de la croisière, et de revenir aux réservoirs principaux une fois les alternatifs vides. Cela soulève donc la question, quand un pilote utiliserait-il jamais le système de transfert ? Eh bien, il s'avère que les réservoirs intérieurs et extérieurs n'étaient pas de la même taille, ce qui est un indice. Sur la version du DC-6 utilisée sur le vol 608, les réservoirs alternatifs extérieurs étaient plus grands que les intérieurs, ce qui signifiait que lors d'un vol en croisière avec tous les moteurs alimentés par leurs réservoirs alternatifs, en supposant des réservoirs pleins au départ, les réservoirs numéros 2 et 3 seraient à court de carburant avant les numéros 1 et 4. Alors évidemment, ce n'était pas génial. Le rapport final sur cet accident manque de détails sur la configuration et les procédures du système de carburant. C'est en fait l'une des principales différences par rapport au rapport moderne, donc je vais devoir extrapoler un peu ici à partir d'un manuel d'une compagnie aérienne qui exploite toujours le DC-6 aujourd'hui. Dans cette compagnie aérienne, la procédure pour ce DC-6 est de faire fonctionner tous les moteurs des réservoirs principaux jusqu'à l'utilisation de 241,9 kg, puis de passer au réservoir alternatif interne en utilisant les alimentations croisées. Après une durée non spécifiée, les pilotes passent ensuite le moteur en marche sur chacun de ces réservoirs alternatifs avec les alimentations croisées fermées, probablement jusqu'à ce que les plus petits réservoirs internes soient presque à court de carburant, et à ce moment-là, la procédure demande à l'équipage de faire fonctionner tous les moteurs des réservoirs alternatifs externes en utilisant de nouveau les alimentations croisées jusqu'à ce que ces réservoirs soient également presque à court de carburant, moment auquel ils ne reviendraient pas aux réservoirs principaux. Si tout cela vous semble très compliqué. C'est vraiment le cas, et cette procédure nécessite une surveillance attentive des niveaux de carburant pour s'assurer que les réservoirs plus petits ne sont pas autorisés à se vider complètement, ce qui pourrait provoquer une extinction de flamme du moteur. Maintenant, la raison pour laquelle les réservoirs de carburant ont des quantités différentes a à voir avec leur positionnement dans les ailes, et c'est une caractéristique assez courante sur les avions de ligne à 4 moteurs. La gestion des défis résultants était normalement la responsabilité de l'ingénieur de vol, mais le DC-6 était l'un des premiers avions de ligne qui avait été construit avec un cockpit de 2 pilotes au lieu de 3. Ce problème avec l'alimentation croisée compliquée peut être résolu grâce au transfert automatique de carburant des réservoirs plus grands vers les plus petits. Mais Douglas n'avait pas non plus conçu le DC-6 avec cette capacité. Où l'avait-il fait ? Selon le rapport d'accident, il s'avère en réalité que le transfert de carburant entre les réservoirs était régulièrement effectué sur la flotte de DC-6 ainsi que sur son prédécesseur direct, le DC-4. Douglas a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de transférer du carburant entre les réservoirs sur l'un ou l'autre de ses avions,
Et ni Douglas, ni aucune compagnie aérienne n'avaient jamais publié de procédure pour le faire, mais ils ne l'avaient pas non plus spécifiquement interdit. Et faire des transferts de carburant sur ces avions n'était pas seulement possible, c'était en fait incroyablement facile. Par exemple, pour transférer du carburant du plus grand réservoir alternatif numéro 4 au plus petit réservoir alternatif numéro 3, tout ce que les pilotes avaient à faire était de mettre le levier de transfert droit sur les moteurs 3 et 4. Régler la source de carburant des moteurs 3 et 4 sur alternatif et activer la pompe de suralimentation du réservoir alternatif 4. La seule différence avec la procédure pour faire fonctionner les deux moteurs du réservoir alternatif numéro 4 était le réglage du sélecteur de source de carburant numéro 3 sur alternatif au lieu d'être éteint. Ce réglage a maintenu une conduite de carburant ouverte entre le réservoir alternatif numéro 3 et le moteur numéro 3, mais avec la pompe de suralimentation alternatif numéro 3 éteinte, aucun carburant ne coulerait du réservoir vers le moteur. Avec la pompe de suralimentation alternative numéro 4 allumée, le carburant coulerait du réservoir alternatif numéro 4 vers les moteurs 3 et 4 et retournerait aussi le long de la conduite d'alimentation en carburant ouverte du moteur numéro 3 vers le réservoir alternatif numéro 3. Cette procédure était bien connue des pilotes de DC-4 et a également été transmise au DC-6 lors de sa mise en service. Maintenant, selon un copilote qui volait régulièrement avec le capitaine du vol 608, ce capitaine utilisait régulièrement un programme de carburant impliquant un transfert de carburant qu'il a décrit de la manière suivante. Après avoir utilisé le réservoir principal pendant la montée, le capitaine ferait passer chaque moteur sur son réservoir alternatif. Les plus petits réservoirs alternatifs numéro 2 et 3 se videraient alors plus rapidement. Donc, à un moment donné, avant que la quantité dans ces réservoirs ne tombe en dessous de 500 livres, il transférerait du carburant depuis les plus grands réservoirs alternatifs numéro 1 et numéro 4 pour égaliser les niveaux, puis reviendrait à faire fonctionner chaque moteur à partir de son réservoir alternatif jusqu'à ce qu'ils soient tous vides. Maintenant, le rapport final n'a pas vraiment expliqué pourquoi il ferait cela, mais nous pensons que c'était probablement une procédure permettant de réduire la charge de travail, ce qui est généralement le cas lorsque vous entendez parler d'un capitaine expérimenté modifiant les procédures, comme je l'ai mentionné plus tôt. Le programme officiel de ravitaillement en carburant nécessitait une surveillance étroite et le moment des changements de configuration était assez inflexible. Par contre, l'égalisation des niveaux de carburant pouvait être effectuée à tout moment, lorsque cela était pratique, car le niveau de carburant exact restant au début de la procédure n'était pas très important. Mais ce que la plupart des équipages de DC-6 ne savaient pas, c'est que le transfert de carburant de cette manière comportait en réalité un énorme risque caché lié au système de ventilation du réservoir de carburant. Tous les réservoirs de carburant des avions doivent être équipés de soupapes de décharge pour équilibrer la pression interne avec la pression externe lors de la montée. Sur le DC-6, les soupapes de décharge avaient une double fonction. S'assurer que la pression dans les réservoirs ne devenait pas trop faible. Soit vous voyez que le DC-6 avait des systèmes d'alimentation en carburant basés sur l'aspiration, ce qui pourrait faire s'effondrer le réservoir sur lui-même si le niveau de carburant était trop bas. À moins que de la pression ne soit ajoutée, donc pour résoudre ce problème, Douglas a décidé de placer les évents de réservoir à des endroits où la pression aérodynamique en vol forcerait l'air dans le réservoir si la pression interne tombait trop bas. Ces évents ont donc été placés près du bord de l'aile et parce que les réservoirs alternatifs intérieurs étaient principalement à l'intérieur du fuselage lui-même, les évents de ces réservoirs étaient sur la face inférieure près du bord d'attaque de la racine de l'aile. Maintenant, comme le DC-6 a été conçu à l'origine, il n'y avait pas de valve régulant le flux d'air de l'intérieur vers l'extérieur du réservoir, seulement dans l'autre sens, mais cela a assez rapidement entraîné des rapports de carburant se déversant par les évents du réservoir chaque fois que les pilotes effectuaient des virages serrés pendant que l'avion roulait avec des réservoirs pleins. En conséquence, Douglas a ajouté une valve sur les évents du réservoir qui ne s'ouvrirait que lorsque la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir dépasserait 2,5 livres. Et parce qu'ils ont fait cette modification, Douglas était évidemment conscient que le carburant pouvait parfois s'échapper des évents du réservoir, ce qui était une préoccupation potentielle étant donné que tout le système de ventilation du réservoir a été certifié en supposant que cela ne pourrait jamais se produire.
Les règlements de certification adoptés par l'Autorité de l'aviation civile, prédécesseur de la FAA, exigent que, je cite, « les évents et les drains ne se terminent pas à des endroits où la sortie de carburant de l'évent constituerait un risque d'incendie ». Mais Douglas n'avait pas réellement testé si le carburant s'échappant des évents du réservoir créerait un risque d'incendie, ce qu'il et la Civil Aviation Authority prétendaient être parce que la possibilité que le carburant s'échappe des évents n'avait pas été envisagée. Quoi qu'il en soit, la Civil Aviation Authority a certifié la localisation des évents du réservoir comme sûre sur la base de cette supposition, qui était, pour être parfaitement honnête ici, un peu ridicule pour commencer, et qui s'est, sans surprise, avérée complètement fausse. En fait, il était très simple de provoquer le débordement de carburant de n'importe quel évent du réservoir lors du transfert entre les différents réservoirs. Mais comme le transfert de carburant n'était pas une fonctionnalité prévue dans la conception du DC-6, même s'il était vraiment facile à réaliser comme je viens de vous le montrer, il n'y avait aucun type d'arrêt automatique pour empêcher de pomper plus de carburant dans un réservoir qui était déjà plein. Si la pompe de suralimentation continuait à pomper plus de carburant, celui-ci commencerait simplement à s'échapper par le conduit d'évacuation. En fait, la seule assurance contre cela était que le pilote se souvienne d'éteindre la pompe de suralimentation avant que le réservoir de carburant cible ne soit plein. Les enquêteurs ont découvert plus tard que si le pilote du vol 608 avait commencé à transférer du carburant et l'avait ensuite oublié, l'excès de carburant commencerait bientôt à déborder par l'aération du réservoir à un taux incroyable de 47 litres, soit 12,5 gallons par minute. Et c'était évidemment un énorme problème en soi, mais cela s'aggrave encore. Une fuite de carburant de cette taille provenant de la plupart des évents de réservoir retomberait relativement sans conséquence dans le courant d'air et disparaîtrait dans l'air. Mais vous rappelez-vous de la soupape de décharge du réservoir alternatif intégré près de l'extrémité de l'aile mentionnée précédemment? Il s'avère que lorsque ces évents fuyaient, le carburant s'écoulait vers l'arrière, le long de l'extérieur du fuselage, puis directement dans l'entrée d'air de combustion pour le système de chauffage de la cabine. Vous voyez, la climatisation sur le DC-6 était réalisée à l'aide d'un chauffage fonctionnant à l'essence et nécessitait un flux d'air constant. Donc Douglas avait inclus une prise d'air sur l'extérieur du fuselage, près de l'emplacement du chauffage, dans la queue afin de dévier un peu d'air du flux d'air extérieur dans cette chambre de combustion. Et il se trouve que cette prise d'air était presque directement en ligne avec la soupape de décharge de pression du réservoir alternatif numéro 3. Donc, si le carburant devait s'échapper de cette soupape et s'écouler dans la prise d'air du chauffage de la cabine, ce carburant irait alors directement dans la chambre de combustion du chauffage, rendant le mélange air-carburant trop riche et provoquant donc une explosion violente du chauffage. Cette explosion pourrait alors enflammer les parois de la chambre d'admission et pourrait même provoquer l'explosion complète de la chambre de combustion. Maintenant, c'était évidemment un défaut extrêmement grave qui ne respectait pas la réglementation de la Civil Aviation Authority concernant les évents de réservoir devant se terminer quelque part, qui ne constituerait pas un risque d'incendie. Mais parce que Douglas avait réussi à se débrouiller pour ne pas démontrer la conformité de l'évent, ce problème n'a pas été découvert ou réparé. De retour sur le vol United 608, les pilotes ne savaient évidemment rien de tout cela. À l'époque, il n'y avait pas encore de boîte noire, donc nous ne savons pas exactement ce que faisaient les pilotes pendant que le vol survolait l'Utah, mais nous pouvons faire une supposition éclairée. Le capitaine a probablement suivi son propre horaire de carburant improvisé, faisant fonctionner les moteurs à partir des réservoirs alternatifs avant de décider d'équilibrer les niveaux de carburant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'assurait normalement de faire cela avant que la quantité de carburant dans les réservoirs alternatifs internes ne descende en dessous de 500 livres et selon les calculs de mon équipe, s'il a commencé le transfert de carburant plus tôt que cela, avec au moins 950 livres encore présents dans les réservoirs alternatifs internes, alors il y aurait encore eu suffisamment de carburant dans les réservoirs alternatifs externes pour déborder complètement les réservoirs internes si le transfert était oublié. Encore une fois, nous ne savons évidemment pas exactement ce qui s'est passé ici, mais l'équipage a probablement été distrait par quelque chose après avoir commencé le processus de transfert de carburant.
et ils ont donc oublié de fermer le flux croisé entre les moteurs 3 et 4 et d'éteindre la pompe de suralimentation alternative numéro 4 après que les niveaux de carburant aient été équilibrés et en conséquence, la pompe de suralimentation a juste continué à pousser plus de carburant du réservoir alternatif numéro 4 dans le numéro 3 jusqu'à ce que ce réservoir déborde et que le carburant commence à gicler par les vents. Le carburant serait allé dans la prise d'air du chauffage, provoquant rapidement un incendie dans la cabine. Au moment où cela s'est produit, l'avion survolait une zone reculée du sud-ouest de l'Utah avec une heure d'arrivée estimée au-dessus du parc national de Bryce Canyon à 1222. Mais à 1221, l'équipage de vol a signalé au dispatching qu'ils avaient un incendie dans le compartiment à bagages qu'ils n'arrivaient pas à éteindre. Les pilotes ont annoncé un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Bryce Canyon, un terrain éloigné du parc national. Peu après, ils ont signalé des problèmes de contrôle du tangage, la queue s'éteignant. Il est très probable que l'équipage ait pensé à un incendie de bagages, car le compartiment à bagages, équipé d'un détecteur de fumée, était le premier endroit où le feu s'est propagé. Cependant, en réalité, le feu se propageait à ce moment-là dans toute la section de la queue et vers l'avant, vers la section centrale de l'aile, le long de la partie inférieure du fuselage. Cela signifiait que des débris ont commencé à tomber de l'avion alors qu'il était encore à 26 miles de l'aéroport de Bryce Canyon. Et quand ils étaient à environ 20 miles, des témoins au sol pouvaient voir de la fumée sortir de l'avion. À 15 miles, le feu était également visible à l'extérieur de l'avion, et à ce moment-là, l'incendie s'était propagé suffisamment vers l'avant pour atteindre les fusées d'atterrissage d'urgence déployables du DC-6, qui étaient utilisées pour signaler une urgence sans l'utilisation d'une radio. Ces fusées au nitrate de barium étaient stockées dans un compartiment dans la partie inférieure de la voie de l'aile droite, et quand elles s'enflammaient, elles accéléraient massivement l'incendie et créaient une lueur qui devait être visible des miles à la ronde. Et en conséquence, l'incendie a également commencé à affaiblir la structure de l'avion dans cette zone et un certain nombre d'objets volumineux sont bientôt tombés de l'avion, y compris le volet d'extrémité de traînée de l'aile droite, la porte d'entrée principale de la cabine, le réservoir d'alcool pour les moteurs injectés d'alcool et une glacière de la cuisine. À ce stade, l'incendie s'était probablement également propagé à l'intérieur de la cabine avec une telle intensité que les enquêteurs pensaient que tous les passagers étaient probablement morts alors que l'avion était encore en l'air. Mais les pilotes étaient quelque peu protégés à l'intérieur du cockpit et à 12.27, ils ont transmis « Nous pourrions y arriver » approchant une bande. Malheureusement, c'était la toute dernière fois que quiconque ait jamais entendu parler du vol 608. À 12h29, à vue de l'aéroport de Bryce Canyon, le feu a finalement détruit les câbles de commande reliant les commandes du pilote au volet à la queue, ce qui a causé une perte complète du contrôle du tangage. L'avion a alors piqué du nez à basse altitude et s'est écrasé sur un plateau, tuant finalement tout le monde qui était encore en vie à bord. Maintenant, aussi tragique que cet accident ait été, ce n'était malheureusement toujours pas la fin de cette histoire. Les enquêteurs de la Commission de l'aéronautique civile commençaient tout juste leur enquête sur le crash du vol United 608 quand, le 11 novembre, moins de 3 semaines plus tard, un DC-6 d'American Airlines a effectué un atterrissage d'urgence à Gallup, au Nouveau-Mexique, également avec un incendie à bord. Et dans ce cas, bien que le feu ait détruit l'avion, tous les passagers et l'équipage ont réussi à évacuer sans aucune perte de vie. Mais l'examen des débris a rapidement montré que le crash du vol 608 et l'incendie de Gallup avaient été causés par le débordement de carburant de la soupape de décharge du réservoir alternatif numéro 3 dans le système de chauffage de la cabine. Cela a incité Douglas à immobiliser tous les DC-6 en Amérique, ce qui à l'époque incluait également l'avion présidentiel de Harry Truman. Les résultats ont également conduit Douglas, la Civil Aviation Authority et la Civil Aeronautics Board à élaborer un programme de modification massif et à procéder à une recertification complète du DC-6 pour renforcer la sécurité de sa conception. Bien que tous les détails exacts des modifications dans ce programme ne soient pas connus car non entièrement décrits dans le rapport, nous savons que les évents du réservoir de carburant de rechange intérieur ont été déplacés, des gardes placés sur les commutateurs de la pompe de boost de carburant, des clapets anti-retour ajoutés pour éviter le transfert de carburant entre les réservoirs, des détecteurs de fumée installés dans le compartiment de la climatisation et des blindages ininflammables placés autour des fusées d'atterrissage d'urgence.
Les documents disponibles décrivent également des modifications non spécifiées mais étendues du système électrique, du système de climatisation et enfin du système de protection contre les incendies. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce programme de modification avait maintenant introduit un nouveau défaut de conception, un qui allait bientôt faire encore plus de victimes. Et ce nouvel enjeu concernait ce système d'extinction d'incendies réaménagé. Des informations scientifiques précises sur la façon dont le système a été modifié ne sont tout simplement pas disponibles, mais il semble que Douglas a augmenté le nombre d'extincteurs dans le compartiment du plancher, peut-être par un facteur de 2. Ce changement signifiait que Douglas devait redémontrer la conformité du système avec une exigence de certification de la Civil Aviation Authority, garantissant que les passagers et l'équipage ne seraient pas exposés à des quantités dangereuses d'agents extincteurs. Le DC-6 avait précédemment satisfait à cette exigence lors de sa certification initiale au début de 1947, mais avec les rangées renforcées d'extincteurs, la CA exigeait désormais de nouveaux tests de vol pour prouver que les protections originales étaient toujours valables. Ce qui a un certain sens. Les extincteurs du DC-6 utilisaient tous du dioxyde de carbone qui étouffe le feu en déplaçant l'oxygène. Mais évidemment, cela étoufferait également les êtres humains si la concentration était trop élevée. Et comme aucun compartiment du DC-6 n'était complètement étanche, l'activation des extincteurs sous le sol ferait également pénétrer une partie du dioxyde de carbone dans la cabine des passagers et le cockpit, où il pourrait incapaciter les occupants. Et c'était évidemment une préoccupation particulièrement importante, étant donné que Douglas venait de doubler la quantité de CO2 qui pouvait être libérée. En fait, lors d'un premier vol d'essai où le nouveau système venait d'être installé, les pilotes d'essai de Douglas ont activé le système et ont failli se tuer eux-mêmes. Ils ont commencé le test alors qu'ils étaient en descente et de grandes quantités de CO2 sont alors entrées dans la cabine, et comme le CO2 est plus lourd que l'air, il a ensuite coulé dans le cockpit en raison de l'inclinaison vers le bas du nez de l'avion. La concentration est devenue si importante qu'elle a partiellement incapacité l'équipage de vol ainsi que les représentants de la Civil Aviation Authority et les représentants du syndicat des pilotes également présents à bord. Heureusement, dans cet incident, ils ont finalement réussi à se rétablir, mais après cet incident, la Civil Aviation Authority a exigé de Douglas qu'il installe une soupape de décharge de la pression de la cabine, qui permettrait aux pilotes d'augmenter le débit d'air sortant de la cabine et d'empêcher le CO2 d'atteindre des concentrations dangereuses. Mais en 1948, personne n'était complètement sûr de ce qu'était un niveau sûr de dioxyde de carbone, alors Douglas a embauché un expert médical pour examiner les dernières recherches et leur faire une recommandation. Cet expert a conclu que des concentrations de CO2 de 5% étaient une limite supérieure appropriée pour un temps limité. Mais il a également averti que les tests que Douglas avait effectués étaient insuffisants pour prouver que cette limite ne serait pas dépassée. De plus, Douglas n'avait pas testé la nouvelle soupape de décharge dans toutes les configurations de descente possibles, et l'expert était inquiet qu'en cas de descente à vitesse réduite effectuée avec le train d'atterrissage et les volets, l'air de la cabine ne soit pas évacué aussi rapidement qu'en cas de descente à haute vitesse, ce qui pourrait permettre une accumulation nocive de CO2 même avec la soupape de décharge ouverte. L'expert a conclu son rapport en exhortant Douglas à corriger ce problème pour éviter un embarras ultérieur et à partager ses découvertes avec la Civil Aviation Authority. Mais selon les registres judiciaires ultérieurs, Douglas a décidé d'enterrer ce rapport et le pilote en chef de l'entreprise a même écrit « Ne pas partager avec la Civil Aviation Authority sur la couverture frontale ». En conséquence, la Civil Aviation Authority a approuvé le nouveau système d'extinction d'incendie, la soupape de décharge, sans aucun autre test. Mais le manque de tests n'était pas le seul problème avec la nouvelle solution de Douglas. Le problème était que l'ouverture de la soupape de décharge nécessitait une action séparée du pilote et devait être réalisée avant l'activation des extincteurs, rendant la procédure excessivement compliquée dans une situation de très haut stress. La Civil Aeronautics Board soulignerait plus tard cela dans son rapport, expliquant que les humains étaient particulièrement enclins à faire des erreurs lorsqu'ils étaient sous stress et panique, et cela signifiait que, déjà en 1948, l'industrie comprenait qu'activer les systèmes d'urgence devrait être aussi simple que possible, représentant probablement l'une des premières véritables manifestations de compréhension des facteurs humains dans les enquêtes sur les accidents. Quoi qu'il en soit, tout cela signifiait que dans ce cas,
La seule assurance que le système fonctionnerait correctement était que les pilotes suivraient exactement les procédures du manuel. Et pour aggraver les choses, la version du manuel de United Airlines n'incluait aucune information sur la raison pour laquelle l'ouverture de la soupape de décharge en premier était si importante. Vous pouvez donc probablement voir où cela mène, et certaines personnes à l'époque l'ont également fait. En avril de 1948, peu après le retour en service du DC-6 modifié, l'Association des pilotes de ligne a écrit une lettre exhortant la Civil Aviation Authority à exiger des masques à oxygène complets et résistants à la fumée, en partie à cause du risque d'incapacitation par des agents extincteurs d'incendie. Dans les années 40, les masques à oxygène des pilotes étaient de type rebreather, qui mélangent l'oxygène avec l'air ambiant au lieu de fournir de l'oxygène pur, tout comme le font les masques à oxygène des passagers aujourd'hui. Mais cela signifiait que ces masques n'étaient vraiment utiles que lors d'un événement de dépressurisation et ne protégeaient pas contre la fumée ou les vapeurs. Le syndicat a jugé cela insuffisant et la Civil Aviation Authority a accepté d'étudier la possibilité d'implémenter des masques à oxygène résistants à la fumée comme ceux d'aujourd'hui. Mais cette étude était toujours en cours lorsque les événements se sont encore intensifiés. Le 13 mai 1948, une constellation de Trans World Airlines a effectué un atterrissage d'urgence au Missouri après que les pilotes aient été partiellement incapables de se déplacer à cause du CO2 de leurs extincteurs. Au cours de l'enquête sur cet incident, un vol d'essai a failli connaître le même sort, ce qui a incité l'Air Transport Association, un groupe industriel, à envoyer un télégramme urgent le 10 juin à plusieurs compagnies aériennes décrivant le problème sur le Constellation et avertissant qu'ils avaient des raisons de croire qu'un incident similaire pourrait également se produire sur le DC-6. Mais l'ATA n'avait pas consulté Douglas avant d'émettre cet avertissement, et Douglas a répondu assez violemment le 15 juin avec un télégramme de sa part qui rappelait que le DC-6 avait passé tous les tests de fumée et de vapeur avec des résultats entièrement satisfaisants et Douglas a donc exigé que l'ATA doit retirer son avertissement, ce que l'ATA a fait également. Seulement 2 jours plus tard, le 17 juin 1948, un DC-6 de United Airlines opérant sous le vol 624 a quitté Chicago pour l'aéroport LaGuardia de New York avec 39 passagers et 4 membres d'équipage à bord. Aux commandes, il y avait un capitaine de 35 ans et un copilote de 26 ans qui avait une expérience combinée de plus de 10 000 heures. Mais tout comme l'équipage du vol 608, ils étaient très nouveaux sur le DC-6. En fait, le capitaine n'avait que 30 heures de vol sur ce type d'appareil et il est pratiquement certain qu'il ne connaissait pas toute la logique derrière la nouvelle valve de secours pour la pression de la cabine qui venait d'être ajoutée. Après avoir atteint son altitude de croisière de 17 000 pieds, le vol s'est déroulé normalement et à 11h55, le capitaine a signalé que l'avion était en bon état de fonctionnement. À ce moment-là, 1231, quelque part au-dessus de la Pennsylvanie orientale, le vol 624 a soudainement transmis un appel de détresse frénétique et brouillé dans lequel les pilotes ont dit qu'ils avaient reçu une alarme incendie dans la soute à bagages, qu'ils activaient les extincteurs et qu'ils étaient maintenant en descente d'urgence. Le ton de la transmission était très agité et il était clair que les pilotes étaient sous une grande contrainte, ce que je peux certainement comprendre. Malheureusement, dans la chaleur de l'instant, ils ont probablement donc oublié d'ouvrir la soupape de décharge de la cabine avant d'activer les extincteurs. Et en conséquence, le dioxyde de carbone s'est accumulé dans le cockpit lors de la descente d'urgence, provoquant l'incapacité partielle ou totale des pilotes. Des témoins ont observé l'avion voler de manière erratique pendant environ 10 minutes, survolant l'aéroport de Sunbury à 4000 pieds, sans essayer d'atterrir en urgence avant de descendre vers une zone montagneuse. L'avion est passé à 500 à 1000 pieds du sol près de Shamokin avant d'entrer dans un virage à gauche peu profond vers un terrain encore plus haut, où il a été vu volant à seulement 200 pieds au-dessus du sol près de la ville de Mont-Carmel. L'avion a ensuite tourné brusquement à droite et a grimpé brusquement, mais à ce moment-là, il était trop tard. Il a rapidement touché quelques lignes de haute tension, puis s'est écrasé contre un flanc de montagne boisée, détruisant complètement l'avion, tuant les 43 passagers et membres d'équipage. Maintenant, après l'accident, la cabine a déterminé que l'équipage devait avoir été incapacité puisqu'ils ont volé pendant 10 minutes sans faire d'autres appels radio,
survolant plusieurs sites d'atterrissage d'urgence appropriés et manœuvrant vers un terrain élevé qui aurait dû être clairement visible pour eux. Les fonctions normales de tous les systèmes d'aéronefs ont été trouvées, sauf pour le détecteur d'incendie de bagages qui avait malheureusement émis une fausse alarme, quelque chose qui était beaucoup trop courant à cette époque. Dans son rapport final, la cabine a critiqué Douglas Aircraft pour avoir conçu un système d'urgence trop complexe pour être fiable en cas d'urgence réelle et pour avoir minimisé le risque d'incapacité de CO2 sur le DC-6. Ils ont également critiqué Douglas pour ne pas avoir démontré que ces mesures de protection étaient efficaces dans toutes les configurations de descente après que des tests ultérieurs aient prouvé que l'expert médical avait effectivement raison sur le risque de contamination par le CO2, même avec la valve de soulagement ouverte dans une descente à haute traînée. Le système d'extinction d'incendie a ensuite été repensé de manière à ce que la soupape de décharge de la cabine et les extincteurs puissent être activés avec un seul interrupteur et Douglas a augmenté le nombre de sorties pour garantir que le CO2 était correctement évacué dans toutes les configurations possibles. En plus de cela, la Civil Aviation Authority a également imposé des masques à oxygène intégraux à l'épreuve des fumées pour tous les pilotes de DC-6, ce qui est depuis devenu la norme dans toute l'industrie. Maintenant, Douglas a finalement perdu un procès intenté par les familles des victimes et a été contraint de payer une amende record après que leurs avocats de la défense aient été pris en train d'essayer d'effacer les mots « ne pas discuter » avec la Civil Aviation Authority de la couverture du rapport médical avant de le soumettre comme preuve. Et ce ne serait pas la dernière fois que la société Douglas, ou plus tard McDonnell Douglas, se retrouverait dans de beaux draps à cause d'un défaut de conception partiellement dissimulé, comme vous pouvez le voir dans ces vidéos que je vous recommande de voir ensuite. Maintenant, si vous voulez profiter de ma prochaine vidéo avant tout le monde, alors rejoignez mon équipe Patreon et nous pourrons alors discuter de toutes les questions que vous pourriez avoir lors de notre prochaine réunion Zoom. Mon nom est Peter Haupenfeld, vous regardez Mentor Pilote. Passez une journée fantastique, à la prochaine. Au revoir.